Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 59e vidéo. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de château, mais plutôt d'histoire du Japon avec le début de la fameuse période Meiji qui commence en 1868. Et pour bien comprendre cette période, nous allons analyser les personnages du célèbre manga et animé Kenshin le Vagabond. Les personnages ont-ils réellement existé? De qui s'inspirent-ils? Et quels aspects de la société japonaise de l'époque représentent-ils? Nous allons répondre à toutes ces questions pour mieux comprendre cette période charnière d'un Japon en pleine modernisation. Aussi, cette vidéo est accessible si vous ne connaissez pas l'œuvre et il n'y aura pas de véritable spoil sur l'intrigue non plus. L'histoire se déroule en 1878 à Tokyo, soit 10 ans après le début de l'ère Meiji, une période encore instable et marquée par de profonds bouleversements sociaux, politiques et technologiques au Japon. Cette ère Meiji marque la fin du shogunat Tokugawa qui régnait depuis 1603 pendant la période dite d'Edo et voit le retour au pouvoir de l'empereur Meiji en 1868. Et cette transition ne s'est pas faite en douceur, en effet, elle a été marquée par plusieurs conflits sanglants, notamment la guerre du Boshin et la révolte de Satsuma. J'ai couvert ces deux événements en vidéo, je vous mets tous les liens en description. Mais ce qu'il faut savoir avant de continuer est que cette guerre du Boshin a opposé d'un côté les pro-empereurs, représentés par les fiefs de Satsuma, Choshu et Tosa, dont vient le personnage principal Kenshin, et de l'autre côté les groupes pro-shogunat Tokugawa, représentés en grande partie par le fief Daizu et le groupe de guerriers appelé le Shinsengumi, qui était chargé de maintenir l'ordre à Kyoto. Et la victoire est revenue aux impérialistes, donc le mouvement soutenu par Kenshin. Donc pendant la guerre du Boshin, Kenshin s'est battu aux côtés des impérialistes et contre le shogunat Tokugawa et le Shinsengumi que je vais pas mal mentionner dans cette vidéo. Il faut savoir que ce passage à l'ère Meiji a aussi entraîné des changements radicaux, chamboulant des générations entières. Il y a eu l'abolition des castes de samouraïs, donc tous les citoyens deviennent officiellement égaux, du moins sur le papier, l'interdiction du port du sabre, mettant fin au statut privilégié des samouraïs, la disparition des seigneurs féodaux au profit d'un pouvoir et d'une administration centralisée. Il y a aussi eu la création d'une armée nationale remplaçant les milices des seigneurs féodaux, le développement industriel rapide avec la modernisation des infrastructures comme les chemins de fer, les usines, l'apparition du télégraphe, etc. Le tout grâce au conseil d'experts occidentaux. Et donc avec l'ouverture du monde occidental, le Japon adopte des modèles étrangers en droit, éducation, mode, architecture et bien d'autres. Et aussi, cela marque le début d'une politique expansionniste bien moins glorieuse avec la guerre sino-japonaise, la guerre russo-japonaise et l'annexation de territoires comme Okinawa, Taïwan ou encore la Corée. Mais revenons en 1878, 10 ans après le véritable début de tous ces bouleversements. La société japonaise est encore en pleine transformation. Comprendre les personnages de Kenshin le Vagabond permet de mieux saisir cette période où l'ancien Japon des samouraïs et le nouveau Japon moderne coexistent difficilement. Chaque personnage incarne un aspect de cette période charnière, qu'il s'agisse de l'héritage des guerriers du passé, de sa propre place dans cette nouvelle société, ou encore des idéaux divergents sur l'avenir du pays. Au-delà d'un simple animé avec des gens qui se battent avec des sabres, il raconte l'histoire d'un Japon en pleine mutation. Mais du coup, ces personnages ont-ils vraiment existé? Sinon, s'inspirent-ils de figures historiques réelles? C'est ce que nous allons voir tout de suite, avec pour commencer Kamiya Kaoru. C'est une jeune femme indépendante et forte qui dirige le dojo Kamiya Kashin, hérité de son père, pour transmettre un style de kenjutsu, donc technique à l'épée non létale, basé sur la défense et la protection des autres en accord avec l'idéal d'un monde sans tuerie. Dans cette nouvelle ère Meiji, où le Japon cherche à laisser derrière lui l'époque des samouraïs et des conflits sanglants, elle incarne l'espoir et la continuité des traditions martiales sous une forme pacifique. Cette pratique sera la base du kendo moderne du XXe siècle. Ici, le personnage n'a jamais existé et ne s'inspire d'aucun personnage réel. Cependant, Kaoru et son dojo symbolisent très bien le changement du rôle du sabre dans la société japonaise. Au lieu d'être un outil de guerre et de domination, il devient un outil de protection et de perfectionnement de soi à travers la pratique. Maintenant, parlons du jeune Myojin Yahiko. Lui aussi n'a jamais réellement existé et ne s'inspire d'aucun personnage réel. Cependant, son histoire et son rôle rappellent ceux des jeunes samouraïs de la fin de l'époque Edo et du début de l'ère Meiji, notamment ceux issus de familles déchues après la chute du shogunat Tokugawa. Il s'agit souvent de familles d'anciens samouraïs devenus orphelins ou appauvris à cause des réformes de l'ère Meiji. En gros, ce sont les jeunes dont le père samouraï s'est retrouvé au chômage suite à l'interdiction du port du sabre.
Donc bien qu'il ne soit pas basé sur une figure spécifique, le contexte de ce personnage reflète les difficultés rencontrées par les jeunes ayant grandi dans la transition chaotique entre l'ancien Japon féodal et la modernisation du pays. Passons maintenant à Sagara Sanosuke. Ce personnage n'a jamais vraiment existé, mais son apparence et sa personnalité ont été prises sur Harada Sanosuke, le capitaine de la 10e division du Shinsengumi. Il était connu pour être un combattant puissant et un homme au caractère fort, tout comme le personnage fictif de l'œuvre. Ensuite, l'histoire de Sagara Sanosuke vient aussi d'un fait réel avec le groupe du Sekihotai dont il faisait partie étant enfant. Ce groupe a été créé et utilisé par le nouveau gouvernement Meiji pour diffuser à travers le pays des promesses de réforme fiscale. Mais comme on le voit dans l'œuvre, il fut finalement désavoué puis dissous et ses membres se sont vus accusés de propager de fausses rumeurs. Ceci mènera à l'exécution de plusieurs d'entre eux, dont leur chef Sagara Sohozo. Cependant, attention, le capitaine de la 10e division du Shinsengumi, Harada Sanosuke, n'a jamais fait partie du Sekihotai. Ici, c'est juste un prétexte pour donner un passé tragique au personnage. Donc Sagara Sanosuke mélange deux inspirations bien réelles, son passé avec la trahison du Sekihotai par le nouveau gouvernement Meiji et l'exécution de son chef, et son apparence et son tempérament qui viennent de Harada Sanosuke, capitaine de la 10e division du Shinsengumi. Maintenant, partons du côté de Takani Megumi, qui est une femme médecin du début de la période Meiji et qui est impliquée aussi dans une intrigue autour du trafic d'une substance qui commence par OP et finit par Iom. Ce personnage n'a jamais existé et n'est pas inspiré de quelqu'un de réel. En revanche, son histoire et son rôle dans l'œuvre reflètent des thèmes réels de l'ère Meiji. Tout d'abord, il était rarissime de pouvoir être médecin en tant que femme à cette époque. Mais c'est bien au moment du passage de la période Edo à l'ère Meiji que certaines femmes ont commencé à pratiquer la médecine, souvent influencées par les méthodes occidentales. Il y a deux exemples réels assez connus que sont Ogino Ginko, la première femme médecin officiellement reconnue au Japon, et Kusumoto Ine, fille d'un médecin allemand et première femme japonaise à pratiquer la médecine occidentale. D'ailleurs, il y a quelques épisodes dans Kenshin consacrés à sa rencontre avec une femme médecin occidentale qui doit pratiquer tout en se faisant passer pour un homme pour éviter toute discrimination. Pour revenir à Takani Megumi, cette dernière est donc forcée de travailler pour un trafiquant de OPIUM, ce qui fait écho à la réalité du commerce illégal de cette substance dans le Japon du 19e siècle. À cette époque, certaines organisations criminelles et même médecins corrompus fabriquaient et vendaient ce genre de substances. Donc Takani Megumi est un personnage original, mais son parcours s'inspire de la transition de l'ère Meiji dans le domaine médical et du problème des drogues dans le Japon de cette époque. Elle symbolise aussi la lutte des femmes pour s'émanciper dans ce nouveau monde. Maintenant, direction le camp des antagonistes avec Aoshi Shinomori, qui est le chef d'un groupe de mercenaires appelé le Oniwa Banshu. Avant de parler du personnage en lui-même, il faut savoir que ce groupe a bel et bien existé, mais plutôt sous le nom de Oniwaban, et était bien différent de ce qui est représenté dans Kenshin le Vagabond. Le terme Oniwaban signifie littéralement « gardien du jardin ». La réalité historique est que ce groupe fait référence à une organisation d'espions et d'agents secrets sous le shogunat Tokugawa. Leur mission était à base d'espionnage et de renseignement et non pas de combat. C'était un peu les yeux et les oreilles du shogun pour surveiller les différents seigneurs féodaux dans tout le Japon pour mieux les surveiller et éviter toute rébellion. Mais alors, on peut se dire qu'il s'agissait peut-être de ninjas ? Eh bien, pas vraiment, car contrairement aux ninjas officiels et traditionnels, venant principalement des clans Iga et Koga, ils n'avaient pas ce côté assassin ni de connaissances en médecine. Leur rôle était purement informatif, mais il est arrivé que de véritables ninjas aient travaillé pour le Oniwaban, mais cela était quand même assez rare. Pour revenir au personnage de Aoshi Shinomori, ce dernier n'a jamais existé, mais il est principalement inspiré du célèbre Hijikata Toshizo, vice-capitaine du Shinsengumi. C'était un excellent sabreur et leader. C'est lui qui a le plus incarné la résistance du shogunat Tokugawa via le Shinsengumi face aux impérialistes. Ici, Aoshi Shinomori partage plusieurs traits avec Hijikata Toshizo, notamment son rôle de chef et sa loyauté envers son groupe. Mais attention, dans l'œuvre, Aoshi Shinomori se bat avec des sabres courts, ce qui n'était pas du tout le cas de Hijikata Toshizo qui utilisait des katanas à taille normale. Passons maintenant à Saito Hajime, qui est le seul personnage important de l'œuvre à avoir réellement existé et surtout à être encore vivant en 1878. Il s'agit du capitaine de la 3e division du Shinsengumi. C'était un homme plutôt discret, mais était impitoyable une fois en combat et un fidèle parmi les fidèles au Shinsengumi.
Il était connu pour son habileté au combat, notamment avec sa technique d'estocade redoutable en combat que l'on retrouve dans l'œuvre. Aussi, la personnalité froide et calculatrice du personnage colle bien avec le caractère connu du véritable Saito Hajime. Après la chute du Shinsengumi en 1869, il a continué à servir sous le nom de Fujita Goro dans l'armée impériale Meiji. On retrouve tous ces traits du personnage dans l'anime et le manga également. Et petite anecdote, Saito Hajime était gaucher et avait donc les mains inversées en tenant son sabre, ce qui détonnait de la norme. Il est dit que cela aurait pu lui procurer des avantages au combat, là où quasiment tous les autres guerriers étaient droitiers à l'époque. Lui savait à quoi s'attendre, mais pas les autres. Il est temps de passer au jeune et talentueux Seta Sojiro, bras droit de l'antagoniste de l'arc de Kyoto, Makoto Shishio, dont on parlera juste après. Ici, Seta Sojiro n'a jamais existé, mais il a été écrit en se basant sur Okita Soji, le très connu et redouté capitaine de la première division du Shinsengumi. Ici, l'auteur a mis en avant le côté jeune prodige d'Okita Soji dans le personnage de Seta Sojiro, maîtrisant une technique ultra rapide, notamment le Sandanzuki, 3 coups en un instant. Aussi, dans l'œuvre, Seta Sojiro garde toujours un sourire impassible, et c'est aussi un trait de Okita Soji qui était réputé pour son sourire et son attitude enjouée, même au combat, ce qui tranchait avec sa brutalité lors des affrontements. Et autre lien facile, tout simplement les prénoms, Soji et Sojiro, ce n'est pas une coïncidence. Par contre, le passé tragique de Seta Sojiro montré dans l'anime n'est pas inspiré d'Okita Soji, qui avait lui une vie stable au sein du Shinsengumi. Aussi, dans l'œuvre, on nous montre l'assassinat de Ōkubo Toshimichi, une des 3 grandes figures de la restauration Meiji et ministre de l'Intérieur, par Seta Sojiro. Ōkubo a véritablement existé et est bien mort à sa date de mai 1878, assassiné, mais par un groupe de samouraïs du fief de Satsuma et non pas par un homme isolé. Dans l'œuvre, ce groupe tombe sur le corps de Ōkubo déjà assassiné par Seta Sojiro et s'attribue le meurtre, ce qui est évidemment faux mais se raccorde bien avec la véritable histoire. Et maintenant, passons à l'antagoniste principal de l'arc de Kyoto, qui est le personnage de Shishio Makoto. Ce personnage n'a jamais existé, mais encore une fois, il est très fortement inspiré d'un personnage réel qui est Serizawa Kamo. C'était l'un des chefs fondateurs du Shinsengumi et jouissait d'une réputation de guerrier brutal et impitoyable. On retrouve ce trait avec Shishio Makoto aussi. Le personnage reflète aussi de façon plus générale les figures des samouraïs trahis par le gouvernement Meiji. Autre point commun entre les deux personnages, ils ont tous les deux été trahis et assassinés par leurs propres camarades, car ils étaient devenus gênants et incontrôlables pour leur groupe. Mais Serizawa Kamo n'est pas mort criblé de balles puis brûlé par le gouvernement Meiji comme Makoto Shishio, mais assassiné dans son sommeil au katana par les membres du Shinsengumi. Donc ce sont tous les deux des combattants redoutables et impitoyables et ont été trahis par leur propre camp. Et pour finir, passons au personnage principal de l'histoire, le fameux Himura Kenshin, aussi connu sous le nom de Hitokiri Battosai. Le personnage n'a jamais réellement existé, mais il est très fortement inspiré de Kawakami Gensai, qui était un assassin pro-impérialiste redouté de la fin de la période Edo, tout comme Kenshin. Il était connu pour sa rapidité et sa technique de sabre exceptionnelle. Comme Kenshin, il était un ronin engagé dans la lutte contre le shogunat Tokugawa et était donc du côté des pro-empereurs. On voit d'ailleurs bien dans l'histoire Kenshin se rappeler ses souvenirs de combat contre le Shinsengumi, et c'est aussi pourquoi il reconnaît Saito Hajime, membre du Shinsengumi à cette époque et donc ennemi lors de la guerre du Boshin. La technique de Kenshin, le Hiten Mitsurugi Ryu, est une invention du mangaka, mais elle s'inspire de techniques réelles de Iaijutsu et de Kenjutsu, donc des techniques au sabre. Ensuite, le surnom de Hitokiri Battosai est une invention de l'auteur, mais avec une base de réalité. En effet, les Hitokiri, littéralement des gens qui coupent, d'autres gens du coup, ont vraiment existé et étaient des assassins d'élite qui œuvraient pour les pro-impérialistes. Et Kawakami Gensai était un de ces 4 fameux Hitokiri avec Tanaka Shinbei, Okada Izo et Nakamura Hanjiro. Aussi, le Batto Jutsu est une véritable discipline martiale qui consiste à dégainer et frapper en un seul mouvement. C'est l'ancêtre du Iaijutsu qui a évolué plus tard en Iaido. Donc dans l'histoire réelle, aucun Hitokiri Battosai n'a existé, mais le surnom est inspiré des vrais assassins du Bakumatsu, les Hitokiri, et des véritables techniques de Batto Jutsu. Donc Kawakami Gensai était, tout comme Kenshin, connu pour sa rapidité et sa précision à l'épée et était très redouté. Et son statut de Hitokiri en faisait un nom connu de tous, comme dans l'œuvre. Mais après la restauration Meiji, il fut exécuté en 1872 car devenu trop dangereux.
Et comme ici l'histoire se passe en 1878, Himura Kenshin est en fait déjà mort à cette époque. Et c'était donc ce qu'il fallait savoir du début de la période Meiji et des personnages principaux de Kenshin le Vagabond. Maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez tenter de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre via la plateforme Crunchyroll avec la version remasterisée de l'anime en 2023 ou alors avec les bons vieux mangas. J'espère que le tout aura été clair et vous aura plu. Si vous avez des questions, remarques ou autres, n'hésitez pas à les poser en zone commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques et n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne et qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!